Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes au bon endroit pour faire le point sur tout ce qui est actualité santé au travail en Occitanie. Donc, je suis Vincent Garneau, je suis chargé de projet à la CCI Occitanie et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire qui est intitulé En Occitanie, la santé au cœur du travail. Donc, ce webinaire s'inscrit dans un partenariat entre la DRETS Occitanie, l'ensemble des acteurs du PRST et les chambres consulaires qui relaient cet événement. Donc, d'un point de vue technique, sur l'heure et demie que nous allons partager ensemble, puisque nous sommes ensemble jusqu'à midi, nous allons vous faire interagir. Donc, vous le verrez par moment. On vous sollicitera. Donc, il y a 2 sondages qui sont prévus via l'application Slido. Donc, il faudra aller chercher les réponses sur la barre des menus que vous allez avoir à droite. C'est près du chat. Ensuite, le webinaire est enregistré, donc vous aurez la possibilité de le consulter sur la chaîne YouTube de la CCI Occitanie et les supports seront également à votre disposition. Donc tout cela vous sera communiqué par votre conseiller local CCI et les relais des intervenants et des partenaires. Donc sur l'heure et demie que nous allons partager ensemble, nous allons traiter de plusieurs points. Donc, en introduction, nous allons avoir le PRST. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Avec qui il est animé? Le contenu. Donc, nous allons avoir un interview des 2 vice-présidents du CRPST pour donner la parole aux partenaires sociaux. Ensuite, nous allons présenter l'ensemble des 16 actions concrètes qui sont mises en œuvre dans ce PRST avec un zoom sur les 3 actions majeures pour cette nouvelle période. Enfin, on vous présentera le PRST Tour. Qu'est-ce qu'il en est? On va venir à votre rencontre à partir de septembre jusqu'au mois de novembre pour vous exposer plus en détail ce qu'on vous présente aujourd'hui. Et enfin, il y aura un temps d'échange avec vous pour répondre à vos questions. Donc, pour ce temps d'échange, vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau via l'intermédiaire du chat. Voilà. Je vais laisser la parole aux intervenants. Je vous souhaite un bon webinaire et on commence de suite par un petit sondage. Donc, il vous faut ouvrir l'application Slido et on voulait, voilà, vous interroger sur votre connaissance du PRST. Est-ce que déjà vous le connaissez, cet outil qui est à votre disposition? Puisqu'il, voilà, on a une nouvelle version, mais il existe déjà, il y a déjà eu plusieurs versions. Ah, je vois, c'est bon. Les sondages sont lancés. Donc, est-ce que la majorité d'entre vous connaissent ce programme qui est à destination des entreprises? Donc, on vous laisse encore 30 secondes pour interagir et je vais passer la parole à Virginie Nègre, donc, qui va nous présenter le PRST et réagir sur vos réponses. Donc, c'est plutôt pas mal quand même. 68% d'entre vous. Ouais, je trouve aussi, effectivement, 68%. Donc, je me présente, Virginie Nègre. Je suis responsable du service santé sécurité au travail à la DRETS Occitanie et je suis également référente PRST. Donc, j'ai la lourde charge de vous présenter un petit peu qu'est-ce que le PRST, qui travaille avec la DRETS sur ce PRST 4. Et puis ensuite, nous allons, avec plusieurs partenaires, vous présenter les actions que nous avons choisi de mettre en œuvre. Alors, je vois qu'effectivement, 67% d'entre vous savent ce qu'est le PRST, mais je souhaitais souligner quelques points. Je vais essayer dans mon discours d'éviter les acronymes, ce qui n'est pas tâche facile pour des préventeurs, pour que ce soit accessible à tous. Donc, le plan régional santé-travail, PRST, s'inscrit en fait dans un cadre qui est le plan santé-travail. En fait, depuis 2004, au niveau national, les pouvoirs publics définissent les grandes orientations liées à la santé au travail et tous les 5 ans, un nouveau plan voit le jour. Ce plan s'appelle tout simplement le plan santé-travail et l'actuel plan santé-travail a été publié en décembre 2021 et doit durer jusqu'en 2025. Alors, qu'est-ce qu'il contient ce plan? Il contient plusieurs axes.
un axe transversal autour de la lutte contre les accidents du travail graves et mortels, qui est un sujet éminemment important dans la prévention. D'ailleurs, il a donné lieu à un plan qui s'appelle le plan de lutte contre les accidents graves et mortels au niveau national, qui a été publié en mars. Un premier axe autour de la prévention primaire et la culture de prévention. La prévention primaire, c'est mieux vaut prévenir que guérir. Avec plusieurs objectifs, dont un objectif pour prévenir certains risques. Je pense au risque de chute de hauteur, aux risques psychosociaux, un objectif autour de la qualité de vie et des conditions de travail. Le second axe opérationnel va traiter de la désinsertion et de l'usure professionnelle et du maintien dans l'emploi. Il découle directement d'une loi qui est parue en août 2021, le 2 août 2021, et qui met à l'honneur les services de prévention et de santé au travail autour de cet axe. Le dernier axe opérationnel doit faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain, puisqu'on le sait, on vient de vivre une situation de pandémie. Il convient d'avoir une approche partagée de la santé, santé au travail, santé publique, santé environnementale, d'anticiper les crises et pour ce faire, d'améliorer nos recherches et nos connaissances. Le plan santé-travail est piloté par les partenaires sociaux et les acteurs de la prévention au niveau national et s'inscrit dans un programme de communication. Voilà ce que je peux dire sur ce plan. Alors en Occitanie, eh bien, notre plan à nous, j'allais dire, qui découle directement du plan santé-travail, est le fruit d'un travail collectif. Il s'appuie sur un diagnostic territorial ciblé, dont je vais vous parler après. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au cours du PRST3, donc ce PRST3 qui a pris fin en 2021, nous avons créé une trentaine d'outils, que ce soit des diaporamas pédagogiques, des kits pratiques, des vidéos de sensibilisation. Et on a sensibilisé plus de 2000 personnes autour de colloques, de séminaires et de webinaires. On souhaite faire encore mieux pour ce nouveau plan. Ce plan qui a été définitivement adopté en mai 2022. Alors, le PRST, c'est notre outil à nous, acteurs de la prévention. C'est un outil qui est au service de la santé au travail et la cible, c'est l'entreprise et particulièrement la petite entreprise en Occitanie. C'est qui travaille autour de ce plan? Bon, d'abord la DRETS, vous vous en doutez, qui est un petit peu à la manœuvre, mais aussi tous les acteurs institutionnels et de prévention. Certains sont là avec moi aujourd'hui, je pense à la CARSAT, je pense à la MSA, à l'ARACT, mais il y a aussi l'OPP-BTP, l'ARS, l'ADREAL. On travaille avec et en lien avec les partenaires sociaux, avec des experts, des personnalités qualifiées et tous les services de prévention et de santé au travail en Occitanie. Et on s'appuie sur des relais territoriaux, dont la CCI qui est très engagée autour de ce PRST. Les instances régionales, je vais être assez rapide et essayer de vous expliquer un petit peu qu'il y a deux instances majeures en Occitanie qui favorisent le dialogue social régional. Il y a le CROCT, donc CROCT, ça veut dire Comité régional d'orientation et des conditions de travail, qui réunit tous les acteurs ou la majorité des acteurs dont je viens de vous parler, et le CRPST, Comité régional de prévention et de santé au travail, qui est une instance un petit peu resserré avec la DRETS, CARSAT, MSA et partenaires sociaux. C'est une instance qui découle de la loi d'août 2021 et du décret de décembre 2021. Et dans le CRPST, je l'ai dit, il y a des partenaires sociaux et les partenaires sociaux ont élu 2 vice-présidents, ou plutôt une vice-présidente et un vice-président pour la partie salariée et la partie employeur. Et aujourd'hui, on souhaitait leur laisser la parole. Alors, je vais les laisser d'abord se présenter. Ensuite, je vais leur poser quelques petites questions. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, Isabelle Ricard. Je suis la représentante des organisations syndicales de salariés et je suis au titre de la CFDT. Bonjour, Jean-François Lavaquer. Moi, je représente les organisations patronales et je suis là au titre du MEDEF. Très bien, merci beaucoup. Donc, moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quel est, selon vous, le rôle des partenaires sociaux dans le cadre du PRST4? Donc, je vais laisser la parole à Madame Ricard, d'abord. Les partenaires sociaux ont un
un rôle d'abord de co-construction pour faire évoluer les sujets au plus près des réalités de terrain, en concertation bien sûr avec l'ensemble des acteurs territoriaux. Dans un monde qui est en mutation très rapide, on constate que les métiers évoluent très vite, que les entreprises doivent s'adapter et les aspects conditions de travail pourraient être négligés. Il faut donc accompagner ces mutations par la formation des salariés, mais aussi par l'accompagnement de toutes les entreprises, et en particulier les plus petites, mais pas que, sur les conditions de travail de leurs salariés. Les partenaires sociaux ont un rôle primordial à jouer pour que la prévention ait des effets concrets sur le maintien en bonne santé des personnes, à la fois pendant qu'elles sont en emploi, mais également une fois parties à la retraite, parce qu'il faut penser la prévention sur le long terme. Et puis les partenaires sociaux peuvent et doivent contribuer à faire connaître les actions mises en œuvre dans le cadre du PRST4 pour qu'il y ait un vrai impact sur les conditions de travail des salariés. Très bien, ben c'est très ambitieux. Je vais maintenant laisser la parole à Jean-François Labaquère pour nous dire, vous, en tant qu'organisation professionnelle, comment vous voyez ce rôle-là. Alors déjà, ce qu'il est à noter, c'est que les organisations patronales et les organisations syndicales des salariés ont toujours réussi à travailler, je dirais, de manière assez fédératrice sur le sujet de la prévention. C'est un sujet qui porte tout le monde. Alors effectivement, le rôle des organisations patronales dans le PRST, en complément de ce que vient de dire Isabelle, hein, c'est effectivement de participer à la construction du PRST, d'en promouvoir les actions et les outils qui sont élaborés dans le cadre je dirais, des différentes actions. Ils ont aussi un rôle d'orientation et ils sont le relais des entreprises et du terrain auprès des acteurs du CROCT et des pilotes des actions du plan régional santé au travail. Ça, c'est important. Donc, un rôle de promotion, un rôle, je dirais, de relais, un rôle de vigilance, un devoir de vigilance aussi, là, côté organisation patronale, pour qu'on n'aille pas faire peser, et ça peut être des fois une tentation, je dirais des risques qui seraient des risques sociaux ou sociétaux directement sur les entreprises, et ce serait difficile à vivre pour les TPE, PME notamment. Et en dernier point, je vais être assez rapide, bien sûr, ils ont un rôle aussi de participation. Les partenaires sociaux, que ce soit organisations patronales ou salariales, sont impliqués dans différents groupes de travail. Et voilà, on a un rôle aussi d'élaboration, de construction avec les autres acteurs du PRST4. Bien, merci pour ces précisions. Effectivement, un dialogue social régional assez dynamique en Occitanie. La seconde question, moi, que j'ai envie de vous poser, c'est pour vous, quels sont les enjeux de ce nouveau plan que vous avez co-construit d'ailleurs, hein, Madame Ricard? Eh bien, comme ce PRST4 arrive après le PRST3, on doit être dans une démarche d'amélioration continue, capitaliser, tirer le bilan, du PRST3 de façon à s'appuyer sur ses points forts, mais également, il faut qu'on réponde aux enjeux de prévention sur le territoire pour que tous les salariés aient une carrière professionnelle et une retraite qui se passe au mieux, quel que soit le champ professionnel. Nous devons bien sûr aussi diffuser auprès des entreprises toutes les actions et aujourd'hui, en temps de crise, la prévention n'est pas forcément un sujet primordial, donc il faut qu'il le reste. Et comme c'est un des sujets de l'attractivité que l'amélioration des conditions de travail, tout le monde a gagné à mettre en place ce nouveau plan. Et puis bien sûr, une vigilance, comme elle a dit tout à l'heure, particulière envers les TPE où les choses sont un peu plus compliquées parce que les organisations syndicales, mais également patronales, ils sont peu représentés. Et puis un des enjeux, ça serait bien sûr d'évaluer, mettre en place des indicateurs pour pouvoir évaluer l'impact réel de ce plan. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Labaquère? Alors, je vais pas avoir tout à fait le même discours, hein. Pour moi, je dirais, la prévention, elle n'est pas mise de côté par la crise. Moi, je ne connais pas de chef d'entreprise qui se désintéresse du sujet. Pour autant, effectivement, et au-delà des thèmes qui vont vous être présentés après, je dirais l'enjeu de ce PRST, c'est vraiment de toucher l'entreprise et de l'amener à utiliser tous les outils et tous les réseaux qu'on peut mettre à sa disposition pour l'aider dans ses actions de prévention. Alors, c'est un sujet compliqué, il faut faire un effort, je dirais, de communication, mais surtout fournir des outils pratico-pratiques
qui puissent être mis en œuvre directement dans les entreprises, par les chefs d'entreprise, par les organisations de salariés, par les salariés eux-mêmes. Pour moi, c'est vraiment l'enjeu de ce PRST. Enfin, je ne dis pas qu'il ne faut pas se préoccuper des grandes entreprises, hein, mais elles sont plus à même de se saisir des outils. L'enjeu pour moi, c'est vraiment toucher la TPE-PME et de lui permettre d'utiliser tout ce qu'on va lui mettre à disposition. C'est vraiment pour moi l'enjeu majeur. Très bien, eh bien, on va faire en sorte que tous ces enjeux puissent être mis en œuvre dans le cadre de ce PRST. Ma dernière question, elle est simple, c'est pour mieux comprendre ce PRST, quel message de prévention, selon vous, on doit retenir? Madame Ricard. Alors moi, il y a un certain nombre de sujets qui me tiennent à cœur et qui me semblent fondamentaux. C'est le risque chimique parce que c'est un risque déporté et les effets sont vraiment à long terme. La santé au travail des femmes, qui est un sujet qui longtemps a été négligé et que là, on va porter. La prise en compte des enjeux de prévention vis-à-vis de la chaîne de sous-traitance, qui souvent est malmenée. Et puis, la lutte contre la désinsertion professionnelle, qui est un vrai sujet. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Labaquère. Alors, vous m'entendez? Excusez-moi, oui. Oui. Alors, moi, le message de prévention le plus important, au-delà des thèmes qui ont été évoqués par Madame Ricard, hein, c'est qu'effectivement, il faut arriver à agir le plus en amont possible des situations de travail, vraiment faire de la prévention primaire. L'entreprise est encore souvent trop dans la réaction par rapport au risque et pas assez dans l'anticipation, alors quand c'est possible, hein. Donc, il faut l'aider à aller là-dessus. Et il faut aussi agir auprès des jeunes en formation et à leur arrivée dans l'entreprise. Pour moi, il y a vraiment un enjeu important à faire en sorte que, effectivement, les jeunes arrivés dans l'emploi soient accompagnés au mieux pour tout ce qui est santé, sécurité et prévention. L'entreprise, elle doit s'interroger sur sa population et effectivement se demander comment, alors surtout dans ces périodes où on a des problèmes d'attractivité et de recrutement, comment pouvoir garder ses salariés le plus longtemps possible, dans la meilleure santé possible sur leurs emplois. Donc là, vraiment, l'enjeu, il est là, c'est anticiper le plus possible l'impact que peuvent avoir les situations de travail sur la santé des salariés pour pouvoir les conserver en bonne santé tout au long de leur vie professionnelle. Très bien, ben merci. Donc, on voit que certains éléments ont été mis en avant, certaines cibles aussi, et ça me permet de faire une transition sur les 16 actions qu'on a choisi de mettre en œuvre en Occitanie. Alors, ces 16 actions, elles résultent je vous l'ai dit, d'un diagnostic territorial ciblé, mais aussi d'un dialogue social au niveau régional. Et certaines s'inscrivent dans la continuité du PRST 3. Donc, je vais vous les présenter assez rapidement et ensuite, on va développer avec d'autres acteurs de la prévention et partenaires sociaux le contenu de ces actions. Donc, on a repris évidemment le premier axe du plan santé-travail, c'est la lutte contre les accidents du travail graves et mortels, qui est un sujet, c'est le cœur du sujet de la prévention, j'allais dire. Ensuite, on a souhaité faire de la prévention, enfin développer peut-être la prévention primaire et l'adage mieux vaut prévenir que guérir. Là, on s'est demandé comment prévenir les risques pour rendre certains métiers plus attractifs, comment outiller les experts comptables pour mieux répondre aux besoins des très petites entreprises, comment se servir du diagnostic pour mieux cibler nos actions. On a décidé de faire un focus sur 5 risques importants à nos yeux, hein. Il y en a d'autres évidemment, mais on fait focus sur ces risques-là. Donc d'abord le risque chimique, on va traiter de l'amiante, du risque chimique dans le secteur agricole, mais aussi dans le secteur aéronautique. Ensuite, les chutes de hauteur et de plein pied, les risques psychosociaux, le risque routier professionnel et les troubles musculo-squelettiques. On a souhaité aussi parler qualité de vie, mais sans oublier les conditions de travail. Enfin, on a bien entendu décidé de regarder plus près la prévention de la désinsertion et de l'usure professionnelle. Les partenaires sociaux souhaitent s'interroger sur comment aider le CSE à améliorer les conditions de travail des salariés.
Et puis un enjeu qui est à la fois un enjeu de santé publique et de santé au travail, c'est l'addiction. Donc on s'est posé des questions sur l'entreprise face à l'addiction, que doit-elle faire? Et enfin, le dernier axe, et qui est une nouveauté dans ce PRST, c'est la santé au travail des femmes. Donc les trois focus, on va s'attarder sur les accidents du travail graves et mortels, on va s'attarder sur la prévention de la désinsertion et sur la santé au travail des femmes. Pour autant, je vais vous présenter toutes les autres actions. Voilà. D'ailleurs, ces actions n'ont pas été choisies par hasard. Quelles données vous aviez de disponibles pour les entreprises et orienter ces choix? Oui, alors effectivement, nous, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, on a élaboré un diagnostic territorial ciblé pour orienter nos actions. Donc, dès 2021, on a travaillé au niveau régional avec des chiffres clés. On a un tableau de bord qui va être mis à jour régulièrement. On a souhaité mettre le focus sur 4 thématiques. Alors, ça ne va pas vous surprendre, hein. La thématique des très petites et moyennes entreprises, la thématique de la prévention de la désinsertion professionnelle, le dialogue social et la santé au travail des femmes. Alors, vous m'interrogiez sur les données dont on dispose. Elles sont de plusieurs ordres, hein. D'abord, des données socio-économiques. On se rend compte que 74% des établissements employeurs en Occitanie ont un effectif de 1 à 9 salariés, d'où notre intérêt pour les très petites entreprises. On s'est intéressé au dialogue social, on se rend compte que 3% simplement des accords concernent le thème des conditions de travail, donc il y a vraiment du boulot, j'allais dire. Bien entendu, on a regardé de plus près les accidents du travail et on se rend compte que les métiers où la part d'accidents du travail est la plus importante sont les services à la personne, le bâtiment, les commerçants et les vendeurs, et dans le secteur agricole, les cultures spécialisées et la viticulture. Et on voit que le taux de fréquence est très important chez les intérimaires et dans la construction. Sur les maladies professionnelles, on se rend compte que 80% des maladies professionnelles reconnues sont des troubles musculo-squelettiques, d'où notre choix de développer cette action. En ce qui concerne les addictions, les 3 secteurs les plus concernés par la consommation de substances psychoactives sont le spectacle, la construction et l'hôtellerie-restauration. Et enfin, deux petits points que je souhaitais souligner. 71% des salariés sont exposés aux contraintes posturales et articulaires et 32% des salariés sont exposés à un ou plusieurs produits chimiques, ce qui est quand même très, très important. Alors, par rapport à ces données, on a développé toutes les actions dont je vous ai parlé, et le premier axe important dans ce plan régional santé-travail 4 est l'axe autour des accidents du travail graves et mortels. C'est un axe qui est piloté par la CARSAT et la MSA. Et pour le présenter, je vais laisser la parole à Philippe Millet dans un premier temps. Je le laisse se présenter et nous expliquer un petit peu ce qu'ils ont décidé de faire autour de cet axe. Bonjour à tous. Donc en fait, sur cette thématique, sur les accidents graves et mortels, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a eu une baisse importante tant au niveau national que régional de ce type d'accident, hein. Mais depuis 2010, au niveau national, on arrive à un certain plateau qui se répercute aussi au niveau de la région, mais un peu plus tard. Aujourd'hui, ce qu'on constate donc, c'est que apparemment les efforts qu'on a portés sur ce type d'accident ont atteint leurs limites, donc il va falloir trouver un second souffle qu'on va développer dans les diapos suivantes. Par contre, il y a quelque chose qui reste et qui perdure, c'est effectivement, ce sont les nouveaux embauchés qui ont toujours une surreprésentativité en termes d'accidentologie. Diapo suivante. Donc l'objectif que va mener le PRST4 va être, déjà d'identifier ce type d'accident grave et mortel pour savoir exactement comment on pourrait mener des actions spécifiques sur ces accidents. Deuxièmement, ça va être de travailler sur les populations les plus touchées. Et troisièmement, c'est de voir si l'impact, si l'accueil du saisonnier est un levier important, ainsi que ses conditions de travail pour éviter ce type d'accident grave et mortel. Donc, les 3 axes principaux que va décliner dans un moment M. Roulier sont premièrement, une réflexion sur la formation initiale des futurs professionnels au niveau des établissements de l'enseignement, aussi bien technique que général et aussi bien au niveau ouvrier que ingénieur. Une réflexion aussi sur comment accueillir ces nouveaux salariés au niveau de leur poste de travail.
Et après, un troisième axe qui sera de maîtriser les situations qui sont génératrices de ce type d'accident, et quel que soit le secteur. Je vais laisser la parole à Guy pour vous expliquer les actions. Oui, donc bonjour à toutes et tous. Donc Guy Hourier, ingénieur conseil régional à la CARSAT. Donc effectivement, pour atteindre l'ensemble de ces objectifs, nous avons prévu effectivement de mettre en place 3 actions. Alors tout d'abord, une action clairement en direction de la formation initiale, je dirais, de tout niveau. C'est-à-dire que ce que l'on souhaite, c'est que tous les futurs salariés bénéficient d'une formation à la prévention des risques professionnels, qu'ils soient en niveau CAP ou qu'ils soient en école d'ingénieur ou en école de management. Deuxième type d'action que l'on va déployer, c'est une action directe vers les entreprises. Donc, par rapport à cette action directe vers les entreprises, Philippe Millet vous a déjà effectivement donné l'information sur le fait que les nouveaux, je dirais, sont principalement touchés par ces accidents graves et mortels avec une suraccidentabilité importante. Et donc, ce que l'on souhaite, c'est qu'au sein de l'entreprise, on soit en capacité effectivement de réaliser cet accueil en présentant les risques auxquels ces nouveaux salariés sont exposés et les moyens de prévention qui sont mis à leur disposition. Et pour cela, nous souhaitons que ces entreprises puissent travailler davantage et déployer la formation de leurs tuteurs et la formation des maîtres d'apprentissage, de façon à ce que ces nouveaux, lorsqu'ils arrivent sur les postes de travail, qu'ils viennent du monde de l'éducation nationale ou pas, puissent bénéficier de ces connaissances et utiliser l'ensemble des outils et des démarches mises à leur disposition pour assurer leur santé et leur sécurité. C'est aussi parce que finalement c'est une voie d'entrée dans l'entreprise qui est assez récurrente pour ces jeunes et ces nouveaux, c'est de travailler sur la coopération entre les entreprises d'intérimaires et les entreprises utilisatrices, de façon là encore à ce qu'il y ait une adéquation entre les compétences de ces salariés lorsqu'ils arrivent en intérim et les risques, je dirais, auxquels ils vont être confrontés. Enfin, dernière action, parce que lorsqu'on analyse cette sinistralité spécifique, accident grave et accident mortel, on retrouve parmi les origines les plus récurrentes l'utilisation des engins, que ce soit dans le monde agricole, dans les secteurs du BTP ou dans l'industrie. On va s'attacher effectivement à mettre en place et à déployer sur l'ensemble des entreprises concernées une stratégie et des outils qui vont permettre effectivement la maîtrise de ces situations de travail dangereuses lorsqu'il y a utilisation d'engins et notamment effectivement en même temps de la circulation, du déplacement d'engins et de personnes effectivement de piétons autour de ces engins. Voilà donc l'ensemble des actions, je dirais, qui vont s'adresser aux entreprises et effectivement au secteur de l'éducation pour atteindre les objectifs précités. Mais merci beaucoup pour ces informations. On voit que c'est un programme assez ambitieux. Les jeunes, les nouveaux embauchés, les secteurs d'activité liés à l'utilisation d'engins. Donc, je vais continuer à vous présenter les autres actions. Donc, les autres actions s'inscrivent dans le cadre de la prévention primaire. Juste une petite précision, cet axe accident du travail grave et mortel est un axe transversal. Donc, il reprend un petit peu les éléments des autres actions du plan régional santé-travail. Donc, je vous le disais, on souhaite travailler autour de la prévention primaire. Mieux vaut prévenir que guérir. J'allais dire, hors de l'entreprise, avec des relais que peuvent être les experts comptables, au sein de l'entreprise, avec le CSE, pour améliorer les conditions de travail des salariés, mais aussi on s'est interrogé sur la prévention des risques pour rendre certains métiers plus attractifs. Et justement, pourquoi avez-vous choisi exclusivement de cibler la cible des experts comptables pour mettre en œuvre des actions de prévention? Alors, pourquoi les experts comptables? Parce qu'on se rend compte que qu'ils ont un positionnement particulier auprès de la très petite entreprise.
Ce sont souvent les interlocuteurs privilégiés des employeurs, tant au niveau de, j'allais dire, de l'aspect économique, comptabilité, mais aussi de la prévention. Ils aident souvent, ils outillent souvent les TPE et ils les accompagnent dans l'évaluation des risques. Donc, nous, en tant qu'acteurs de la prévention, on a souhaité informer, sensibiliser ces experts comptables pour les aider à accompagner l'entreprise. Alors, c'est une action qui est pilotée par plusieurs acteurs de la prévention. D'abord, le service de santé au travail Prévali, la CARSAT, l'ARACT et la DRETS, et on travaille avec l'ordre des experts comptables. Concrètement, ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On leur a proposé des sensibilisations très courtes autour de webinaires entre septembre 2021 et juin 2022 sur des thématiques assez transversales, le type le document unique d'évaluation des risques professionnels, les accidents du travail et les maladies professionnelles, le suivi individuel de l'état de santé du salarié. Et dans un second temps, puisque je vous le rappelle quand même, le PRST prendra fin en 2025, on souhaite expérimenter une démarche conjointe, c'est-à-dire travailler avec un groupe d'experts comptables pour proposer des outils très, très opérationnels pour les TPE. Voilà. Donc, juste dire in fine que cette action s'inscrit dans la continuité puisqu'elle a été développée aussi au cours du PRST 3. Maintenant, on souhaite vous présenter deux actions qui sont portées par les partenaires sociaux, qui ont été voulues par les partenaires sociaux et qui ont vu le jour en 2021. Et la première action, c'est comment aider le CSE à améliorer les conditions de travail des salariés. Donc, c'est un pilotage des partenaires sociaux. Et moi, j'ai envie de demander à Jean-François Labaquère, qui pilote cette action, pourquoi une telle action? Alors effectivement, on n'est pas là dans une action qui nous vient du déclin, enfin des actions qui déclinent du plan santé au travail national. C'est une volonté propre des partenaires sociaux de s'interroger sur l'impact que peut avoir la mise en place des CSE sur l'appropriation par ces instances des thématiques de la prévention. On était habitué à avoir un CHSCT ou des DP qui se saisissaient de ces questions dans les entreprises où ils étaient présents. Et on est arrivé sur une instance unique dont on ne, alors en 2017, dont on n'a pas suffisamment de retour d'expérience sur, je dirais, les modes de fonctionnement, les difficultés, éventuellement les choses qui marchent bien. Donc on s'est dit, il faut qu'on arrive à aller regarder comment fonctionnent les CSE, comment ils s'approprient ces thématiques de santé, sécurité et conditions de travail. Et on va aller interroger des entreprises pour faire un diagnostic de leurs pratiques. Le but étant de construire avec ces entreprises et les acteurs de l'action des outils pour donner aux CSE des pistes de fonctionnement qui pourraient les aider à se saisir mieux de la prévention. Alors, je ne sais pas si je peux passer à la page suivante, moi. Voilà, merci. Alors, dans le cadre de ce groupe-là, on va faire une étude action. Ça, c'est l'action phare qu'on va avoir. On veut avoir un panel d'une dizaine d'entreprises avec des modes de fonctionnement divers, des CSE, des CSSCT, qu'on va interroger, et on va interroger ces entreprises de façon paritaire, avec un binôme employeur, un binôme salarié. Le but étant qu'elles nous disent comment elles fonctionnent, quelles sont leurs facilités, quelles sont leurs difficultés, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui leur pose problème, et qu'on puisse avec elles co-construire des outils qu'on mettra à disposition de l'ensemble des CSE pour les aider à fonctionner au mieux, à être efficaces sur ces questions de prévention. Il faut quand même dire que les CSE maintenant ont, un éventail de compétences qui est assez important, donc il faut qu'on puisse les aider à mener ces missions le mieux possible. Merci Voilà, beaucoup, Jean-François Labaquère, pour cette présentation. Donc, on va aller donc une étude d'action avec les entreprises et avec un binôme paritaire, c'est important. La deuxième action qui a été voulue et portée par les partenaires sociaux, c'est un sujet éminemment d'actualité. Quand on voit les tensions sur certains secteurs professionnels pour recruter, on a souhaité mettre en lien attractivité des métiers et conditions de travail. Et pour ce faire, je vais laisser la parole à Isabelle Ricard qui pilote cette action. Oui, attractivité des métiers, on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment un sujet aujourd'hui. Et donc, les partenaires sociaux ont voulu se pencher sur le sujet parce que les conditions de travail
aujourd'hui, c'est vraiment la base de cette attractivité. Quand on a voilà, un endroit dans lequel on n'est pas bien pour travailler, on n'a pas envie de s'impliquer, on n'a pas envie d'y rester. Donc vraiment, aujourd'hui, on a une volonté d'essayer de trouver sur le territoire, au plus près de toutes les entreprises, toutes les bonnes pratiques qui existent pour les valoriser, voir comment on peut les étendre et en faire profiter tout le monde. Donc, on a fait un état des lieux et on fait par secteur des actions avec donc, dans un premier temps le BTP, l'industrie, la santé, le service à la personne et la restauration. Et ensuite, on va se pencher sur les transports et l'agriculture. Et donc, nous promouvons également l'appel à projet territorial du Fonds d'amélioration des conditions de travail en Occitanie, qui est un dispositif de subvention. D'ailleurs, il y a un webinaire d'accompagnement qui est prévu très bientôt pour promouvoir et soutenir toutes les expérimentations qu'il peut y avoir sur le territoire, conditions de travail permettant voilà, de favoriser cette attractivité. Et puis, bien, l'idée, c'est de fournir des outils qui soient vraiment au plus près pour les entreprises. Bien, merci beaucoup. On le voit, valorisation, un appel à projet territorial autour du Fonds d'amélioration des conditions de travail et la promotion d'outils. On a vu donc tous ces relais et tout ce qu'on souhaitait faire, mais on n'a pas oublié dans le cadre de ce plan régional santé-travail 4 de traiter aussi des risques prioritaires et de la qualité de vie et des conditions de travail. Donc, ce sont des actions qui s'inscrivent dans la continuité, mais malheureusement, malheureusement et heureusement, qui doivent continuer à être traitées. Donc, on a fait le focus sur 5 risques prioritaires. Le risque chimique, dans un premier temps, avec la thématique de l'amiante, la prévention du risque amiante. D'ailleurs, ce risque est-il toujours d'actualité parce qu'on en entend parler depuis très longtemps? Ah oui, alors effectivement, l'amiante, on pourrait croire, parce que c'est interdit en France depuis 1997, que c'est un risque qui n'existe plus, mais il faut savoir que tous les immeubles, équipements, matériels qui ont été fabriqués avant cette date peuvent contenir des fibres d'amiante. C'est un cancérogène avéré, hein. Madame Ricard le disait tout à l'heure, un risque à effet différé. Et puis, on se rend compte que le risque d'exposition est encore très mal identifié et très mal appréhendé. Donc, les objectifs de cette action des actions de prévention qui vont être mis en place, ils sont de 3 ordres. D'abord, renforcer la prévention primaire, améliorer le repérage et puis accompagner la montée en compétence des différents acteurs. Il faut savoir que c'est une action qui est pilotée par la DRETS. Donc, les actions, un premier axe autour de l'amélioration des connaissances et de l'information des différents acteurs, un second axe autour du développement de la formation des acteurs, de ces acteurs, hein, je pense notamment aux services de prévention et de santé au travail. On souhaite aussi poursuivre l'accompagnement du repérage amiante avant travaux, hein, la réglementation est assez récente et on a mené plusieurs campagnes autour de ce sujet. On souhaite améliorer la protection lors d'interventions de salariés susceptibles d'émettre des fibres d'amiante, puisque il y a une réglementation très spécifique sur le sujet, et puis assurer une bonne gestion de l'élimination des déchets. D'ailleurs, à ce titre-là, on a élaboré un guide en début d'année sur que faire de ces déchets d'amiante, puisque vous vous en doutez, on ne doit pas, on ne traite pas un déchet amianté comme on traite un autre déchet. Donc, c'est une plaquette d'information qui informe les particuliers autant que les professionnels sur les lieux où sont autorisés le dépôt de déchets amiantés. Voilà, donc ça, c'est une des actions autour de l'amiante, mais sur le risque chimique, on a souhaité aussi cibler le secteur aéronautique
et la prévention du risque chimique dans l'aéronautique. C'est une action qui est pilotée par la CARSAT et le service de prévention et de santé au travail Prévali. Et pour la présenter, je vais laisser la parole à Guy Hourier. Merci. Donc effectivement, c'est une action qui est clairement inscrite dans la continuité du PRST3, qui est en cours depuis quelques années et qui est, je dirais, vraiment calé sur le tissu industriel spécifique de Midi-Pyrénées, donc avec effectivement la sous-traitance aéronautique. L'autre particularité importante de ce programme, c'est qu'on est vraiment en partenariat avec la grande majorité effectivement des partenaires de la prévention sur le territoire et notamment avec la quasi-totalité des services de santé au travail de Midi-Pyrénées. Sont intégrés également dans ce groupe les représentants de la DRETS et un certain nombre de membres du CROCT. Bien évidemment, on se met en synergie dans cette action et chacun a un rôle qui lui est dédié et c'est cette synergie qui doit permettre effectivement d'accompagner le plus efficacement possible les entreprises de ce secteur d'activité. Avec comme objectifs généraux, le premier qui est celui du PRST tout simplement, c'est d'être axé bien sûr sur la prévention primaire, ce qu'évoquait Virginie Nègre tout à l'heure, il vaut mieux effectivement prévenir que guérir. Le second objectif, c'est bien effectivement d'accompagner, mais d'être sur des démarches partenariales avec les entreprises pour qu'elles leur permettent effectivement de maîtriser au mieux ce risque. Ça va être également de prévenir, bien sûr, les effets sur la santé liés à l'utilisation des agents chimiques dangereux et avec un focus spécifique, bien sûr, sur les produits cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. Et pour cela, on va développer des outils et les mettre à disposition afin de permettre la connaissance de toutes les possibilités, notamment de substitution de ces produits cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, de façon à maîtriser, à réduire et voire supprimer, lorsque c'est possible, bien sûr, l'exposition des salariés à l'ensemble de ces produits. Enfin, je dirais, un des axes forts en termes d'objectifs, c'est de mutualiser les connaissances et c'est de capitaliser effectivement sur les bonnes pratiques qui peuvent ressortir de ces expérimentations. Pour cela, donc déjà sur le PRST3, donc a été élaborée une boîte à outils qui s'adresse autant, je dirais, aux acteurs de ce groupe prévention pour accompagner les entreprises que effectivement en interne directement au sein des entreprises. Donc ici, vous avez effectivement la liste, je dirais, un petit peu de ces outils qui sont mis à disposition de chacun. Et bien évidemment, cette liste va se compléter dans ce PRST4 et, je dirais, s'ouvrir sur d'autres produits que le chrome, par exemple. Et donc, on va avoir effectivement un accompagnement beaucoup plus ouvert et beaucoup plus générique sur l'ensemble des produits utilisés dans ce secteur d'activité. Merci, Monsieur Hourier. On souhaite aussi en Occitanie prévenir l'exposition aux produits chimiques dans l'agriculture. C'est l'autre secteur qui a été ciblé pour la prévention du risque chimique. Oui, on vient de voir du coup, on connaît bien le secteur d'activité autour de l'aéronautique, mais on peut se poser la question, mais du coup, pourquoi une action spécifique dédiée à l'agriculture? Est-ce bien légitime? Alors oui, c'est bien légitime déjà parce qu'il faut savoir qu'Occitanie est le deuxième employeur de main-d'œuvre agricole au niveau national, qu'on a la présence importante de cultures spécialisées qui sont très consommatrices de produits phytopharmaceutiques, je pense à la vigne, aux céréales, aux arbres fruitiers. C'est un fort enjeu à la fois de santé au travail, mais aussi de santé publique, puisque quand on traite, ça peut avoir des conséquences sur la population avoisinante et de protection de l'environnement également. Donc, on s'est rendu compte, nous, puisque c'est une action qui dure depuis le début du PRST3, que la politique de prévention des entreprises était très souvent axée sur l'hygiène et les équipements de protection individuelle, et on souhaite améliorer cela. Cette action est pilotée par la DRETS, j'ai oublié de le préciser,
Et elle comprend plusieurs objectifs de prévention. D'abord, accroître le niveau de compétence des utilisateurs pour savoir, voilà, pour mieux évaluer ce risque, améliorer la qualité de l'évaluation des risques, donc je l'ai dit, et construire et consolider un partenariat avec les professionnels. Donc, pour ce faire, on a mis en place et on continue à mettre en place des actions. Depuis 2017, pardonnez-moi, on sensibilise les vendeurs sur les différentes catégories de cabines de tracteurs, parce qu'il faut savoir que pour traiter, il faut une cabine de tracteur de catégorie 4. On anime un réseau régional de formateurs au certificat individuel qui est Certifito. Il faut ce certificat pour vendre des produits phytopharmaceutiques. Et à partir de 2022, on souhaite toucher les jeunes à travers les CFA et leurs professeurs, et aussi toucher les professionnels grâce et en lien avec les commissions paritaires d'hygiène, de sécurité des conditions de travail départementales agricoles en Occitanie. Voilà, donc sur le risque chimique, on voit qu'on a décidé de mettre en avant 3 actions, mais on n'oublie pas pour autant les autres risques. Et un des risques majeurs, c'est la prévention des chutes de hauteur. Alors pourquoi les chutes? Parce que ça demeure malheureusement la 2e cause d'accident du travail et de décès en France, et notamment et particulièrement dans le secteur du bâtiment, de façon plus marquée, encore une fois, dans les petites entreprises. Alors, l'objectif, il est très simple, c'est faire en sorte qu'il y ait moins de chutes dans le secteur du BTP, mais également dans d'autres secteurs. Cet axe est piloté par l'OPP BTP et la DRETS. Et les actions qui vont être mises en œuvre, c'est d'abord un dispositif de formation des intérimaires du BTP. C'est un dispositif qui existe surtout sur la partie est de la région, et on souhaite en assurer la promotion sur la partie ouest. On souhaite continuer à produire des fiches dans le secteur agricole, des fiches de prévention à destination des employeurs du secteur agricole. On souhaite sensibiliser les entreprises de gros œuvres et la chaîne de sous-traitance, puisqu'on se rend compte que la sous-traitance gère des risques supplémentaires, et cibler des professions autres que celles du BTP, puisque le secteur du BTP n'est pas le seul concerné. Je sais qu'il y a déjà des exemples de réalisations qui ont été proposées. Est-ce que vous pouvez nous en commenter un exemple? Oui, alors justement, je vous parlais de ces fiches de prévention des risques de chute en agriculture. Alors pourquoi l'agriculture? Parce qu'on pense, quand on pense chute, on pense souvent BTP, mais en fait, il faut savoir que 13% des accidents du travail chez les exploitants et les salariés agricoles sont liés à la chute de hauteur. Donc en Occitanie, dans le cadre d'un partenariat DRETS-MSA, on a élaboré 13 fiches qui s'appuie sur des situations réelles de travail et qui propose aux professionnels du secteur agricole des outils très concrets pour prévenir les chutes. Alors, un exemple, il y a une chute sur, une fiche sur les toitures et comment appréhender le risque de chute sur les toitures. Voilà. Donc, bien entendu, ces fiches sont à disposition sur le site du PRST, mais on vous le redira à la fin. Je vois une nouvelle action sur voilà, les risques psychosociaux. Est-ce que dans le contexte actuel, ils ont une résonance vraiment encore plus spécifique, je suppose? Oui, alors effectivement, on se rend compte que la crise sanitaire est passée par là, qu'on est aussi sur, on a parlé tout à l'heure de l'attractivité des métiers et des métiers en tension, donc on se rend compte qu'on est dans les organisations du travail et les tensions qu'il y a sur le marché du travail développent des risques psychosociaux. Donc, le groupe qui est piloté par la CARSAT et la RACT souhaite aujourd'hui sensibiliser et outiller plus particulièrement certaines entreprises dans les secteurs en tension et porter une attention particulière à certains métiers, fonctions type dirigeant, manager. Et pour ce faire, ils souhaitent mettre en place une rencontre débat avec des témoignages d'entreprises et des discussions par petits groupes, une quinzaine d'entreprises,
réaliser des sensibilisations thématiques envers des dirigeants et des managers autour de clubs d'entreprise, de fédérations, de syndicats. Donc, j'allais presque dire actuellement, le groupe recrute pour pouvoir mener ces sensibilisations à bien. Et puis, organiser des accompagnements collectifs un petit peu plus approfondis par secteur et par département pour proposer des outils pour prévenir ces risques. Un autre risque qui est important, c'est le risque routier professionnel. Oui, d'ailleurs, on entend souvent parler de risque routier, mais pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce risque routier professionnel est un enjeu majeur pour les entreprises? Alors pourquoi c'est un fort enjeu pour l'entreprise? C'est assez simple. 3 décès sur 4 a lieu sur le trajet domicile-travail. Cela représente 11% des accidents du travail, 31% des accidents du travail mortels. Donc, on se rend compte qu'il y a un enjeu à la fois humain, financier, avec des coûts à la fois directs et indirects pour les entreprises. En 2022, on souhaite mener plusieurs types d'actions. D'abord, on souhaite actualiser le kit risque routier qu'on vous propose sur le site du PRST. C'est un kit qui comprend une vidéo de sensibilisation, un autodiagnostic, des fiches d'analyse d'accidents du travail et qu'on va mettre à jour. Et ce kit peut vous aider à promouvoir la prise en compte du risque routier et son intégration dans le document unique. Et puis, surtout, développer et faire connaître aux entreprises les outils et les offres de services proposés. Or, à titre d'exemple, 2 actions qui ont été réalisées et vont être réalisées en 2022. On a proposé un webinaire sur le risque routier professionnel dans le cadre des journées sécurité routière en entreprise, donc le 11 mai 2022. Et en septembre, on se déplacera en Lozère, à Mende exactement, et on organisera un colloque sur le risque routier professionnel. Voilà. Donc, l'autre risque important, c'est le risque lié aux troubles musculo-squelettiques. Pourquoi? Parce que, et je l'ai dit précédemment, les TMS, troubles musculo-squelettiques, sont à l'origine d'à peu près 80% des maladies professionnelles reconnues. Donc, on se rend compte là que ça altère à la fois la santé des travailleurs, ça pèse sur la performance de l'entreprise et ça impacte la désinsertion professionnelle. Donc, il existe des démarches qui sont proposées par les acteurs de la prévention, notamment la MSA à travers TMSA et le programme TMS Pro de la CARSAT, et on souhaite promouvoir ces outils. D'ailleurs, oui, c'était une actualité forte. Il y a un groupe de travail qui a déjà travaillé dessus, mais je crois qu'il y a des nouvelles actions qui arrivent. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, ces actions, c'est effectivement s'appuyer sur les outils existants et les déployer de manière opérationnelle, les proposer aux entreprises, mais aussi essayer de structurer une démarche sectorielle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire choisir un secteur à forte sinistralité et à forte désinsertion professionnelle, et proposer des outils très ciblés pour pouvoir faire en sorte prévenir le risque de troubles musculo-squelettiques. Voilà. Donc on le voit, j'ai expliqué de manière assez brève ce qu'on pouvait proposer dans le cadre des risques et de la prévention de ces risques. Mais il y a 2 actions qui sont pilotées notamment par l'ARACT et dont on souhaite vous parler aujourd'hui. C'est la qualité de vie et les conditions de travail et la prévention de la désinsertion et de l'usure professionnelle. Et pour ce faire, je vais laisser la parole à Emmanuel Albert qui va vous en dire plus sur le sujet. Merci Virginie, bonjour à tout le monde. Alors, le projet Qualité de vie et conditions de travail, donc c'est un projet qui est dans la continuité de ce qui se faisait déjà dans l'ancien PRST de 2013-2020, où il y a un objet supplémentaire qui a été rajouté, c'est le C dans la QVT. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de QVCT, donc qui fait suite à l'accord national interprofessionnel de 2020. Cet accord, il est lié à un bilan mitigé qui avait été fait par les partenaires sociaux autour de la QVT, qui faisait le constat que les entreprises proposaient des actions ou mettaient en œuvre des démarches
qui étaient relativement éloignées des préoccupations du travail. Les actions qui ressortaient principalement, qu'on retrouvait dans les projets QVT, c'était des actions qui tournaient plutôt autour du care, du soin, avec des questions de massage, du yoga, alors de la corbeille de fruits, enfin voilà. Alors c'est chouette, hein, mais le problème c'est que ça sort un peu de la philosophie de la QVT, puisque la philosophie initiale, c'est de s'intéresser aux conditions de travail. D'où la volonté forte de rajouter le C dans QVT pour inciter justement les entreprises à mieux s'intéresser aux questions du travail et ses conditions de réalisation. L'autre idée sous-jacente, c'est de dire que derrière ce QVCT, c'est d'être dans une logique dite intégrée. C'est-à-dire que la QVCT n'est pas un projet supplémentaire qui va s'engendrer dans les entreprises, c'est un projet qui fait suite, qui est dans la continuité de tous les projets dans l'entreprise et qui doit être intégré dans tous les projets des entreprises. Par rapport à ce projet-là, il y a deux objectifs qui ont été proposés. C'est à la fois de cibler évidemment les TPE-PME autour de l'intérêt de se lancer dans des démarches QVCT pour à la fois améliorer les conditions de travail de l'ensemble des personnels et la performance des structures, mais également de travailler sur, on va dire, une force de frappe pour mieux sensibiliser les TPE-PME sur ces questions-là. Et donc, c'est de sensibiliser les acteurs relais au travers d'informations, d'outils de transfert, etc. Par rapport à ce projet, donc il y a différentes actions qui ont été proposées. Il y a des actions qui vont cibler directement les TPE-PME avec deux idées fortes. La première idée, c'est comment on identifie les conditions de réussite. C'est-à-dire comment, à un moment donné, on donne des moyens aux entreprises pour leur inciter à travailler sur ces questions-là. C'est plutôt sur le comment les TPE-PME vont travailler sur la QVCT. L'autre objet qui est important, c'est au-delà du comment, c'est pourquoi les TPE-PME ont intérêt à travailler sur cette question-là. Donc, c'est construire un argumentaire pour inciter les TPE-PME à se lancer dans des démarches de QVCT. Autre action, c'est de travailler et d'expérimenter des actions dites collectives. Voilà, on sait très bien que les actions collectives ont une force de frappe beaucoup plus importante pour inciter les structures à mieux travailler sur ces questions-là. Ensuite, il y a un autre objet, c'est de travailler effectivement auprès des acteurs relais. Et dans les acteurs relais, il y a deux cibles qui ont été identifiées, enfin trois cibles, pardon. La première, c'est ce qu'on a appelé les réseaux d'ambassadeurs. C'est par exemple les experts comptables. Donc, c'est comment à un moment donné, on va travailler sur la professionnalisation des experts comptables pour que justement, ils puissent mieux travailler avec les TPE-PME sur la question de la QVCT. Deuxième type d'acteurs, c'est le service de prévention de la santé au travail. Alors, qui sont des acteurs effectivement participant à toutes les actions. J'ai vu que dans le chat, il y avait une question autour de qui participe. Donc, ils sont fortement présents dans les groupes, hein, les services de santé au travail. Et donc, dans cette action, l'idée, c'est de pouvoir travailler sur l'information, la sensibilisation et l'acculturation des acteurs des services de prévention pour justement avoir une cohérence et on va dire des logiques à peu près identiques dans la façon dont on travaille sur la QVCT. Troisième type d'acteur, c'est évidemment de travailler auprès des consultants, puisque c'est des acteurs qui interviennent énormément également dans les TPE-PME. Et donc, c'est de travailler sur la professionnalisation du réseau de consultants qui avait déjà été mis en place dans l'ancien PRST, avec cette idée forte, c'est travailler sur la cohérence des approches et des pratiques et du discours autour de la QVCT, notamment de mieux intégrer les questions de travail et de conditions de travail. Et enfin, c'est de travailler sur, alors je ne sais pas si c'était une forme de publicité, mais en tout cas de mieux travailler autour de l'outil Réflexe QVT, qui est un outil qui permet d'aider les entreprises à mieux identifier les consultants qui vont pouvoir les accompagner autour des approches QVCT. Voilà sur l'action QVCT. Je vous ai perdu. Virginie, slide suivante, s'il vous plaît. Nous avons perdu Virginie. Ah oui, on a perdu Virginie. Est-ce que Guy, tu as la main sur le support? Non, je n'ai pas. Ah, ben si. Ah bah voilà, ça y est. Je vous prie de m'excuser, j'avais Voilà. des petites difficultés, ça arrive, hein, c'est les joies du direct. Désolée, on va continuer sur la prévention de la Bon, désinsertion. j'aurais pu chanter pour meubler, mais je ne suis pas chanté, donc ça aurait été compliqué.
Alors, l'autre action, donc c'est prévention de la désinsertion de l'usure professionnelle. Donc, on va avoir un sigle beaucoup plus facile à dire, c'est PDUP, qui est une action qui est identifiée comme étant prioritaire par les acteurs du PST. Alors, pourquoi aujourd'hui il nous semble important que cette action soit prioritaire? Pour différentes raisons. La première, c'est déjà de constater qu'il y a le taux d'emploi diminue avec l'âge. Quand on regarde les chiffres qui sont présents dans le diagnostic territorial régional sur la PDUP, on voit que le taux d'emploi pour les 25-54 ans est de 77%. Il passe à 69% pour les 50-59 ans et il chute très brutalement à 27% pour les 60-64 ans. Donc là, il y a différentes hypothèses. Il y a à la fois des hypothèses qui renvoient à l'histoire, puisque historiquement, l'âge de départ à la retraite était 60 ans, donc ce qui peut expliquer que le taux d'emploi soit moins important. Mais également deux autres raisons qui, là, vont particulièrement nous intéresser. C'est à la fois des raisons de désinsertion professionnelle, c'est-à-dire que tout simplement, on constate qu'il y a des personnes qui quittent prématurément le marché de l'emploi à cause de problématiques de santé au travail, pas que d'ailleurs, de maladies chroniques évolutives, et qu'en règle générale, ces personnes-là quittent le marché avant l'âge de départ légal à la retraite, ce qui peut provoquer effectivement cette chute du taux d'emploi. Et troisième raison, c'est également des problématiques de maintien en emploi. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est comment, avec l'avancée en âge, on arrive à maintenir l'engagement professionnel des personnes qui sont pas très loin du départ à la retraite. Donc, c'est vraiment comment on travaille la motivation, l'engagement des personnes qui leur reste 2 à 3 ans à tenir dans le marché du travail. Et donc, par rapport à ces différents objets, le PST, donc les partenaires sociaux au niveau national, ont identifié cet axe comme étant un axe prioritaire qui a été repris dans le cadre du PRST, mais également elle peut être mise en lien, mettre en lien, pardon, avec la loi santé-travail du 2 août 2021, qui identifie également la prévention de la désinsertion professionnelle comme un objet central de travail, avec un rôle central donné aux services de prévention qui vont devoir vraiment se focaliser très fortement sur cet objet-là, avec notamment le document unique de prévention des professionnels comme un objet peut-être central de réflexion. Troisième élément qui inciterait à travailler sur ces questions-là, c'est des éléments contextuels, évolutifs, multiformes, auxquels sont confrontées les entreprises, sont de différentes natures. La première nature, c'est l'allongement de la vie professionnelle, avec tout le débat sur la réforme des retraites. Alors là, on voit bien que les résultats des élections législatives vont peut-être peuvent faire chambouler les choses, mais en tout cas, il y a la question du départ de l'âge à la retraite qui peut être allongé, et donc forcément, ça va questionner effectivement les professionnels du travail. Deuxième élément, c'est un élément factuel important, c'est le vieillissement démographique, c'est-à-dire que le monde professionnel aujourd'hui, la démographie du travail incite les entreprises à travailler de plus en plus fortement avec des salariés qui vieillissent dans le travail. Et troisième point, c'est effectivement le fait de dire qu'aujourd'hui, le monde du travail est confronté à des formes de mutation qui, effectivement, avec par exemple l'évolution numérique, qui vont engendrer des contraintes qui peuvent impacter fortement les salariés fragilisés par des questions de santé, qui peuvent fragiliser notamment les seniors dans le monde du travail. Et donc, on voit bien qu'il y a un enjeu important de travailler sur ces questions-là. Et pour ce faire, le groupe de travail définit deux gros objectifs. Le premier, c'est d'inciter les entreprises à se lancer dans des démarches de prévention primaire. Avec cette effort, c'est plutôt que de subir, c'est de se lancer dans des démarches proactives pour identifier les facteurs d'exclusion, pour anticiper justement ces problématiques effectivement de désinsertion. Deuxième objectif, c'est de dire que malheureusement aujourd'hui, même si on inciterait les entreprises à mieux travailler sur les logiques de prévention primaire, c'est qu'on n'a pas le choix. Il va falloir combiner les différentes formes de prévention, puisqu'il y a des acteurs qui vieillissent, il y a des acteurs qui sont confrontés à des problématiques de santé, et donc va se poser la question de leur maintien en emploi, et donc de travailler sur les autres formes de prévention secondaire et tertiaire, pour mieux justement travailler sur des parcours professionnels, pour inciter justement les entreprises à maintenir dans l'emploi ces acteurs-là. Par rapport à ces différents objectifs, donc le groupe de travail a travaillé sur 5 projets, donc autour de la coordination des acteurs de la prévention de la désinsertion professionnelle, donc c'est principalement les acteurs de la santé au travail. Ensuite, il y a un projet autour de mieux travailler la coordination entre les acteurs de santé au travail et de santé publique. Ensuite, il y a travaillé sur des expérimentations de terrain avec des actions collectives ciblées. Et puis, de travailler autour d'un outil qui est le vieillissement démographique. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ce projet-là
il regroupe trois actions qui étaient présentes dans l'ancien PRST. C'est une action qui tournait autour du vieillissement chronique, autour du vieillissement actif, autour des questions du handicap et autour des maladies chroniques évolutives. Et donc l'idée, c'est effectivement d'être dans l'inconnue déjà des actions qui avaient été proposées dans l'ancien PRST. Et puis dernière action, c'est autour de l'outillage des acteurs du dialogue social. Et pour ce faire, donc ces actions ont défini ensuite des livrables. Donc pour les acteurs de la prévention de l'insertion professionnelle, c'est travailler sur une cartographie d'acteurs. On voit qu'il y a une disparité dans la façon dont les acteurs sont présents sur les territoires. Donc c'est mieux donner une visibilité auprès des entreprises pour savoir quels acteurs on peut mobiliser. Ensuite, travailler sur des grilles de bonnes pratiques avec cette idée de travailler sur des critères communs d'alerte des insertions ou des risques d'exclusion, enfin les facteurs d'exclusion. Ensuite, sur la coordination entre la santé au travail et la santé publique, c'est de prévoir des rencontres notamment territoriales pour travailler mieux la collaboration, la coordination. Ensuite, sur les actions territoriales, les actions ciblées collectives, c'est de travailler sur des outils de sensibilisation et de recueil de bonnes pratiques, notamment c'est quels sont les facteurs favorables pour mieux travailler sur la prévention de l'insertion professionnelle, avec voilà, le type vieillissement actif qui va être expérimenté. Et puis ensuite, dernier livrable, c'est de travailler sur un kit d'animation pour les élus, pour mieux outiller justement les acteurs du dialogue social autour de cet objet-là. Donc, programme ambitieux pour cet axe de prévention de la désinsertion et de l'usure professionnelle. Et dans la continuité, un des facteurs de désinsertion professionnelle, c'est les pratiques addictives en milieu professionnel, qui est une action qui touche à la fois la santé publique et la santé au travail. On a souvent tendance à se rendre compte d'une problématique d'addiction quand le salarié, on se rend compte qu'un salarié est touché, on essaie de faire face, mais si on veut faire vraiment de la prévention primaire, il faut savoir que le travail peut créer des addictions et ces addictions pèsent sur les accidents du travail. En effet, on se rend compte que les conditions de travail du salarié, notamment les postes avec un niveau de pénibilité important, les horaires décalés de nuit, les horaires irréguliers, les risques psychosociaux, l'organisation du travail, le travail précaire peut créer des addictions. Et l'objectif de ce groupe, c'est d'abord de travailler en prévention primaire, c'est-à-dire d'éviter que le salarié puisse avoir des pratiques addictives. Oui, d'ailleurs, sur 2022, je pense qu'il y a déjà des actions qui ont été menées et vous en prévoyez d'autres. Vous pouvez nous détailler ce qui est prévu? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, on souhaite informer et sensibiliser les entreprises afin que les pratiques addictives soient prises en compte dans les démarches de prévention. C'est-à-dire se demander qu'est-ce qui crée la pratique addictive. Le 18 mars 2022, on a fait un petit webinaire à destination des experts comptables sur le sujet et on propose aussi des outils qu'on souhaite mettre à disposition des entreprises, des supports d'information, des outils d'aide à l'évaluation des pratiques addictives en entreprise. Et l'objectif est toujours de bien évaluer le risque pour pas avoir à traiter l'addiction, mais bien prévenir l'addiction. Voilà, bon, ce que j'ai pas précisé, c'est que ce groupe de travail est piloté à la fois par la DRETS, l'ARS et un service de santé au travail, un service de prévention et de santé au travail, qui est le ST66 dans les Pyrénées-Orientales. Voilà. La dernière action qu'on souhaitait traiter et qui est une nouvelle action dans ce plan régional santé-travail 4, c'est la santé au travail des femmes. D'ailleurs, je crois qu'il y a une question autour de cette action. Une question qui va vous être posée à travers un sondage. Alors, il s'affiche à l'écran, donc c'est le même process que tout à l'heure. Il faut aller chercher l'application qui doit être en dessous du chat. Donc, c'est les trois petits points avec le plus, le symbole. Donc, vous cliquez dessus et vous avez la question suivante qui s'est affichée. Donc, en partie introductive, en cette partie. Donc, santé au travail des femmes. Donc, parmi les affirmations ci-dessous, lesquelles vous paraissent vraies? Donc, vous pouvez répondre, il n'y a pas de contrôle à la fin. C'est juste pour vous donner quelques pistes.
Donc, il y a 4 questions. Donc, est-ce que du coup, les métiers mixtes représentent 30% des emplois? Est-ce que pour vous, les accidents de travail baissent depuis 2000 pour les hommes et pour les femmes? Est-ce que les femmes sont plus concernées que les hommes quand on parle de troubles musculo-squelettiques? Et enfin, la dernière affirmation, qui est, est-ce que l'employeur doit mettre en place un plan d'information et de prévention spécifique pour tout ce qui concerne les violences Sexuelle et sexiste au sexuelles travail. et sexistes au travail? Merci pour votre aide. On avait dit qu'on mettait pas d'acronyme, il me semble. Oui, c'est vrai, mais c'était pour voir si vous suiviez. Donc, Bon, ça va. Je suis moins réactif que vous, mais j'y ai pensé. du coup, pour présenter cette action et le temps que vous puissiez répondre, c'est Catherine Hugonnet que je laisse se présenter, qui va nous dire à travers cette question pourquoi une action sur la santé au travail des femmes. Oui, bonjour à chacune et chacun. Catherine Hugonnet, donc je suis chargée de mission sur ce groupe de travail santé des femmes au travail du PRST. Alors, pour répondre à la question de Virginie, bon, pourquoi ce groupe de travail? C'est tout d'abord en raison du diagnostic qui a été mené dans le plan régional de santé au travail numéro 3. On constate, et vous le voyez à l'écran, que les femmes sont concentrées dans un petit nombre de familles professionnelles, 12 sur 87. Là, vous en voyez 6 pour les femmes et 6 pour les hommes. Et donc, on constate qu'elles n'occupent pas les mêmes métiers que les hommes. Elles sont plutôt regroupées dans des services de santé, services à la personne ou services aux entreprises, tandis que les hommes sont plutôt regroupés dans des métiers tels que le bâtiment, les services de sécurité, les ingénieurs informatiques. Donc, cette division sexuelle du travail, elle conduit bien évidemment à une exposition différenciée des hommes et des femmes aux risques professionnels. Et bien évidemment, elle produit des effets différents sur la santé des hommes et de celle des femmes. Donc, c'est ainsi qu'on constate, d'une part, une diminution des accidents du travail, tous sexes confondus, mais une augmentation chez les femmes. Une augmentation globale des déclarations en maladie professionnelle, mais plus importante chez les femmes que chez les hommes. Enfin, un taux d'incidence annuel des déclarations d'inaptitude est supérieur chez les femmes et augmente avec l'âge du salarié. Donc, et comme il a été évoqué tout à l'heure, la question des TMS concerne plus particulièrement les femmes par rapport aux hommes, puisqu'elles en sont sujettes à 54% contre 46%, avec un indice de gravité plus important et également plus de pathologies avec les risques psychosociaux. La souffrance au travail psychique, sur le plan psychique, concerne plus les femmes que les hommes également, du fait de situations de vulnérabilité, morcellement des tâches, manque d'autonomie, discontinuité des parcours professionnels et ce qui était évoqué, les violences sexistes et sexuelles au travail. Alors, quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est bien de rendre compte de la réalité du monde du travail et de ses effets sur la santé respective des femmes et des hommes. C'est ainsi que le législateur a imposé l'évaluation des risques selon le sexe et le genre pour rendre compte de cet impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe et du genre. Et donc, ces éléments peuvent faire l'objet de négociations collectives, notamment dans le cadre des accords d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et on voit qu'il y en a très peu. Alors, si nous revenons à la question des violences sexistes et sexuelles au travail, donc plusieurs enquêtes, qu'elles soient nationales ou plus locales, montrent que celles-ci sont très étendues et vécues en grande majorité par les femmes, ce que montre l'infographie que vous avez à l'écran. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Des propos sexistes, à connotation sexuelle, des agressions sexuelles. Donc, ces infractions sont punies par la loi et celle-ci s'applique bien évidemment également dans le cadre du travail. Alors, un certain nombre d'objectifs ont été fixés à ce groupe de travail santé au travail des femmes. Donc, d'une part, faire de la santé au travail des femmes un objectif transversal, c'est-à-dire intégrer cette analyse sexuée dans l'ensemble des groupes de travail du plan régional santé au travail et dans une démarche à la fois spécifique, notre groupe de travail spécifique, et transversale dans tous les groupes de travail.
Deuxièmement, il s'agit de sensibiliser les acteurs et les partenaires sociaux de l'entreprise, quels qu'ils soient, hein, CSE, médecins du travail, RH, employeurs, y compris au sein des instances même de ce plan régional santé au travail, qui comprend énormément de partenaires. En troisième lieu, prévenir ces violences sexistes et sexuelles au travail par la sensibilisation des entreprises, d'une part à la réglementation, qui est très précise sur ce point, à l'évaluation des risques de violences sexistes et sexuelles au travail. Je pense à des situations d'isolement des femmes dans le cadre de leur travail. Ça peut être un des éléments. La mise en place d'un plan d'action et de prévention, de traitement des cas avérés. Et enfin, il s'agit d'évaluer différemment en tenant compte d'une exposition différenciée des femmes et des hommes dans le cadre du DU notamment. Donc, on va arriver maintenant vers les actions qui sont développées par ce groupe de travail. Dès à présent, donc, il s'agit de sensibiliser les acteurs du PRST, et vous en faites partie en tant qu'auditeur de ce webinaire qui écoutez cette nouvelle action du PRST. Donc, on s'est aperçu que les mises en réseau territoriales, et ça a déjà été évoqué, sont très importantes. La sensibilisation des acteurs de l'entreprise aux violences sexistes et sexuelles également, et donc la mise en place d'actions de prévention ou de chaînes de traitement. Donc, le 22 septembre, un webinaire spécifique centré au travail des femmes à destination des entreprises aura lieu. Sur l'année scolaire 2022-2023, il s'agira de sensibiliser les jeunes, notamment le 6 juillet, la DRETS interviendra à Purple Campus à Carcassonne. Et enfin, sur 2023-2024, il s'agira d'accompagner les entreprises à la mise en place d'actions de prévention différenciées à travers le document unique. J'ai terminé, je vous remercie de votre écoute. Merci Catherine. Donc on voit que y a d'ores et déjà des dates qui sont prises, 22 septembre, année scolaire 2022-2023. C'est une action, il y a un focus qui a été réalisé juste par le groupe diagnostic autour de la santé au travail des femmes. Je vous invite à aller le voir sur le site du plan régional santé-travail, c'est très très intéressant. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour des actions, de ces 16 actions opérationnelles. On a donné beaucoup d'informations. On a souhaité organiser ce webinaire assez court pour vous présenter de manière générale le plan régional santé-travail, mais il nous a semblé important aussi de venir à votre rencontre. Et dans ce cadre-là, on a organisé ce qu'on appelle un PRST Tour. C'est-à-dire qu'on va venir vous voir dans un premier temps dans 8 départements d'Occitanie, entre le 15 septembre, pardonnez-moi, à Montpellier et le 15 novembre à Toulouse. On va aller à Nîmes, à Narbonne, à Perpignan, Albi, Montauban, Auch, pour discuter de ce plan régional santé-travail. Ce sont des matinales organisées dans les locaux des CCI départementales, qui auront lieu de 10h à 12h30, suivi d'un apéritif déjeunatoire. Et le programme qui est envisagé, c'est d'abord une présentation, mais cette fois-ci interactive, du plan régional santé-travail 4, en s'appuyant sur les données du diagnostic. On va zoomer sur 2-3 thématiques en présence des pilotes. On va organiser des tables rondes, des témoignages d'entreprises. Et puis aussi et surtout, il y aura le relais des acteurs locaux sur la thématique et on souhaite recueillir les besoins des entreprises et échanger avec elles. Donc, ce PRST Tour, on va en assurer la promotion assez rapidement. Les dates que vous avez là, elles sont définitives, donc vous pouvez d'ores et déjà les noter dans vos agendas respectifs. Et puis, vos CCI territoriales reviendront vers vous pour vous expliquer comment ça va se dérouler. Et on souhaite vraiment qu'il y ait une grosse participation parce que je vous le rappelle, nous, ce qu'on veut, c'est de l'opérationnel et cibler l'entreprise dans le cadre de ce futur PRST. Ensuite, on a beaucoup parlé, mais il faut savoir que vous avez à votre disposition un site internet exclusivement consacré au PRST 4 qui a été mis à jour récemment. Vous pouvez vous informer sur ce site de notre actualité, de tout ce qui peut être organisé, donc sensibilisation, le webinaire d'aujourd'hui a été mis en ligne. Vous pouvez découvrir le détail de nos actions, évidemment en 1h30, on ne pouvait pas tout détailler. On a fait le choix de mettre le focus sur certaines actions, mais aussi et surtout tous les outils
à votre disposition ont été mis en ligne. Je vous ai parlé du kit risque routier, je vous ai parlé de diaporama, il y en a sur le risque chimique. Bon, il y a beaucoup de données à votre disposition au niveau du diagnostic territorial. Donc, je vous invite à aller jeter un œil et vous pourrez utiliser les liens que vous avez sur ce support parce que, bien entendu, le support va vous être communiqué. Voilà ce que je peux dire. Donc maintenant, je crois qu'il y a quelques questions. J'en ai vu certaines dans le chat. Donc, je vais laisser Vincent peut-être nous interroger. Si on peut répondre, on le fera. Sinon, on vous répondra plus tard parce que je vous le rappelle, tous les pilotes de ce plan ne sont pas présents aujourd'hui, mais ils sauront répondre, je pense, à toutes vos questions. Oui, en effet, nous avons quelques questions. Donc, certaines, il y a eu des éléments de réponse par nos intervenants. Je pense notamment aux 2 questions qui ont été posées sur voilà, le passeport formation intérimaire qui, a priori, était beaucoup plus développé sur la partie XLR de la région. Et Guy Ourier a répondu que voilà, ça faisait partie des actions dans le cadre de ce nouveau PRST pour justement dupliquer ce passeport prévention sur l'ensemble de la région et du coup rattraper le retard un petit peu sur la partie ex-Midi-Pyrénées. On avait une autre question sur qu'est-ce qu'était le réflexe QET. Donc ça, c'est un outil en fait qui a été développé par la RACT et vous avez le lien qui a été renseigné par Monsieur Labaquère à ce sujet. Donc je pense que si vous avez des questions complémentaires vis-à-vis de cet outil, le plus simple c'est de vous rapprocher directement auprès de la RACT locale qui vous transférera du coup les informations dont vous avez besoin. Sur une question du coup d'ordre plus générique et tout le débat et justement on vient vous voir dans les territoires pour avoir votre avis et recueillir peut-être des facteurs d'influence qui auront un impact sur l'orientation qui seront données aux actions. Par exemple, c'est sur les AT graves et mortels. Donc, il y a une cible qui a été identifiée, qui était tout ce qui était engin de chantier, et on avait un commentaire sur, ben oui, mais il y a d'autres facteurs, notamment les facteurs cardiaques, les risques cardiaques. Alors, est-ce qu'ils seront pris en compte? Comme on vous l'a dit, on n'a peut-être pas tout présenté, mais voilà, on est en tout cas là, à votre écoute. Donc, est-ce que les pilotes de cette action ont peut-être des éléments complémentaires sur ce commentaire? Oui, en tout cas, il ne faut pas oublier que le titre, c'est accidents graves et mortels, pas uniquement sur les accidents mortels, et que les accidents liés à l'utilisation des engins, des véhicules, on retrouve pas mal effectivement d'écrasement, de retournement d'engins et autres. Il n'y a pas que les problématiques de malaise cardiaque. Et bien sûr qu'ils sont à l'origine de beaucoup d'accidents mortels, mais pas forcément dans la majorité des accidents graves, je dirais, qui sont répertoriés. Là, on a voulu très clairement prendre une typologie d'accidents graves et mortels qui correspond à l'ensemble, effectivement, des secteurs d'activité et qui va pouvoir toucher, je dirais, l'ensemble du tissu industriel de la région. Merci pour ces compléments. Si on continue, il y avait des questions qui avaient été posées sur, voilà, il y avait sur l'intervention des experts comptables. Alors peut-être rassurer notre auditoire sur le fait, oui, j'ai vu, mais les experts comptables, est-ce qu'ils sont vraiment formés à tout ce qui est prévention de la santé-sécurité? Est-ce que du coup, ils sont assez présents dans l'entreprise? Je crois qu'ils ont vraiment un rôle en fait de catalyseur, hein, plus, voilà. Oui, alors tout à fait. Nous, on a choisi justement dans le cadre du PRST 3, puisqu'il faut savoir que c'est une action qui découle directement du PRST 3, de se rapprocher de l'ordre des experts comptables parce qu'on avait bien identifié ce relais auprès de la TPE. Et notre objectif, c'est justement de les outiller pour pouvoir répondre aux questions des TPE. Donc, j'ai vu aussi des questions autour de l'évaluation des risques. Si on leur apprend à accompagner l'entreprise, ils sauront mieux le faire. Voilà. Mais il ne s'agit pas de substituer l'expert comptable aux obligations de l'employeur. On est tous d'accord là-dessus, quoi.
Et Ensuite, juste deux petites précisions, excusez-moi, sur donc la formation des intérimaires BTP. Moi, j'ai posté un lien vers le site internet qui vous en dit plus. Hein. C'est effectivement une action qui a vu le jour dans la partie Est, mais qui va être développée. Et d'ailleurs, un petit film va être réalisé à ce sujet. Et la plateforme QVT, il y a également le lien, donc vous pouvez aller dessus et regarder un peu de quoi il s'agit. Hein. C'est une plateforme développée par l'ANACT. Voilà. pour refaire le lien avec ce qui a été dit avec les experts comptables, il y avait certains services de santé qui voilà, disaient l'implication des services de santé, mais je pense que dans tous les cas, la nouvelle loi santé-travail les implique de plus en plus. Ils sont également pilotes sur certaines des actions proposées par le PRST. Peut-être proposer voilà, un rappel des implications qu'ils ont fait, qui sont les leurs aujourd'hui. Et j'en profite pour faire un peu de publicité pour le dernier webinaire qu'on a fait, qui justement présente l'ensemble des actions que vont mettre en œuvre, que mettent déjà en place, du coup, les services de santé et de prévention au travail, puisque ce volet-là a été rajouté. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a un service de santé qui fait partie du groupe hein, qui outille les experts comptables, c'est Prévali, qui est un gros service en Occitanie et qui participe largement à nos travaux. Ensuite, effectivement, vous l'avez souligné, les services de prévention et de santé au travail pilotent plusieurs axes. Hein. Je pense à addiction, je pense à risque routier pour le service du Tarn. Je pense à l'action risque chimique dans l'aéronautique avec Prévali et j'en oublie certainement. Ils sont présents en CROCT, au Comité régional d'orientation des conditions de travail à travers présence, mais aussi des représentants de médecins, d'infirmiers et d'IPRP. Donc, on travaille vraiment de concert avec les services de prévention et on sait parfaitement ce que dit la loi du 2 août 2021 où ils vont vous accompagner aussi pour mettre en place votre document unique. Il s'agit juste pour cette action autour des experts comptables, il ne s'agit pas de faire en sorte que l'expert comptable devienne un préventeur. Il s'agit d'accompagner les experts comptables qui peuvent relayer auprès des préventeurs les questions des entreprises. Très bien, merci pour ces compléments. Pour respecter le temps, je vois que c'est une dernière question. Alors, si vous pouvez juste reculer aussi d'une slide pour que les gens puissent avoir accès aux dates. Certains n'ont pas dû avoir le temps de les noter du PRST Tour. Voilà, on vous remet la carte avec les dates pour que vous puissiez déjà sauvegarder la date sur votre agenda. C'était une question en lien avec le CSE, donc et l'importance de la formation des acteurs. Mais je pense que là aussi, la nouvelle loi santé-travail impose des formations obligatoires qui font monter en compétence les acteurs du CSE. Et on a également l'action qui est proposée du coup dans le cadre de ce PRST, cette formation action qui se veut paritaire avec les membres du CSE et les membres de la direction de l'entreprise. Alors attention, juste un petit point de vigilance. Hein. L'étude d'action qu'on propose dans le cadre de ce plan régional santé-travail 4, je parle sous le contrôle de Jean-François Labaquère, ne se substitue pas aux obligations de formation des membres du CSE. Il s'agit bien de proposer des outils pour aider les CSE à investir la question des conditions de travail, puisqu'on sait que l'instance traite pas uniquement de la question des conditions de travail, comme ce fut le cas auparavant autour des CHSCT. Donc voilà, ça c'est important. Effectivement, il y a une obligation de formation, un contenu de formation qui est prévu par les textes. Oui, juste en complément, hein, si les formations suffisaient à être efficaces une fois qu'on est sur la tâche de travail, ça serait très bien. Malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. Après, il faut vraiment, comme on dit, mettre les mains dans le cambouis. Et c'est là qu'on a peut-être besoin d'outils et de bons retours d'expérience. Donc, c'est à ça que servira l'étude d'action. Voilà pour les dates. Moi, je les ai mis à l'écran, mais enfin, je vous rassure, elles vont vous être communiquées très, très, très largement. Je vois qu'il y a des questions autour des inscriptions. Oui, alors c'est les CCI territoriales. Hein, Donc, je pense qu'on va envoyer. Oui, pardon. Les CCI territoriales qui sont impliquées donc, dans l'organisation de ce PRST Tour vont vous communiquer. Donc pour les premières, voilà, on fait le lancement sur la métropole Montpellier. Du coup, on est déjà en train de travailler sur les invitations puisqu'il y aura quelque chose qui vous sera envoyé avant l'été pour orienter les thématiques qui seront présentées et le format. Et bien évidemment, il y aura des rappels dès septembre. Bon, tenez, voilà, à déjà vous présenter les dates et la CCI locale vous communiquera
en amont, du coup, les invitations pour ces événements. Ce que je vous propose, je pense qu'on a fait le tour voilà, des questions. Donc, comme précisé, si jamais il y a des questions complémentaires, voilà, vous avez les coordonnées de l'ensemble des personnes qui sont intervenues aujourd'hui. Donc, vous n'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a des questions complémentaires. Merci du coup à l'ensemble des participants, tant publics que animateurs, sur ce webinaire. Ce que je vous propose maintenant, ben, c'est de compléter donc, un questionnaire de satisfaction. Donc, le mot de la fin peut-être pour vous, Madame Nègre. Bah, juste un grand merci pour votre participation et toutes vos questions, parce qu'on voit que ça présente, il y a un intérêt certain pour les actions qu'on va mener. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est venez nous rencontrer. On fait le tour d'Occitanie pour ça, donc je compte sur vous pour être présent et puis on pourra répondre pour le coup directement à vos questions et peut-être faire aussi évoluer nos actions, puisque l'objectif est bien de répondre aux besoins des entreprises pour améliorer la prévention en entreprise. Donc, on veut un PRST4 très, très, très opérationnel, quoi. Voilà. Je ne sais pas si les deux vice-présidents souhaitent rajouter quelque chose, Jean-François Labaquère et Isabelle Ricard. Non, juste ce que vous venez de dire. Merci à tous les participants d'avoir été là et on compte aussi sur vous pour relayer, je dirais, les actions du PRST. Voilà, merci. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. J'ai vu passer une question, enverrez-vous des invitations aux participants? Ça, je ne sais pas, qu'est-ce que ça concerne comme sujet pour le PRST Tour, j'imagine? Oui, on y a répondu. Donc, Ah c'est d'accord, pardon. qui feront le relais de ces invitations-là. D'accord. Merci à Bon, tous. merci à tous, du coup, et ben, on se retrouve prochainement donc, en Occitanie, où la santé est au cœur de l'action. Bonne fin de journée. Au revoir. Au Au revoir. revoir. À bientôt.